Au cours de l'été 2004, un couple complice et soudé s'apprête à commencer une nouvelle vie prometteuse. Lui, brillant et ambitieux, est sur le point d'intégrer une prestigieuse université pour étudier la médecine. Elle, douce et déterminée, attend leur premier enfant. Ils disent au revoir à leurs proches lors d'une fête, mais seulement 3 jours plus tard, tout bascule. Lori Hacking disparaît soudainement, laissant derrière elle un épais mystère et une multitude de secrets qui ne demandent qu'à être révélés. Que s'est-il réellement passé ce 19 juillet 2004 ? Qu'est-il arrivé à Lori ? Aujourd'hui, je vous raconte une tragique histoire, qui vous poussera peut-être à réfléchir à 2 fois avant de vous fier aux apparences. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire. Juste avant, si vous souhaitez me donner un coup de pouce, vous pouvez vous abonner, c'est juste là. Merci à vous. Les amours de jeunesse font rêver beaucoup de personnes. Ne serait-ce que parce que dans l'imaginaire commun, quand ils durent, ils représentent en quelque sorte l'union idéale. Après tout, quoi de plus romantique que de pouvoir construire sa vie avec celui ou celle dont on s'était pris pendant son enfance ou son adolescence. Mais dans ce domaine, comme dans tous les autres, les fantasmes ne deviennent malheureusement pas toujours réalité. En 2004, Mark Hacking et Lori Suarez, respectivement âgés de 28 et 27 ans, font partie de ceux qui ont eu la chance de voir leurs souhaits se réaliser. Cette année-là, au début du mois de juillet, l'avenir s'annonce plein de promesses pour ce couple de longue date, résidant à Salt Lake City. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre alors qu'ils n'étaient encore que des lycéens, et se sont mariés depuis déjà 5 ans. On peut donc dire que leur relation est solide, et même qu'ils sont comblés, vu que Lori a appris quelques semaines auparavant qu'elle attendait leur premier enfant. Une heureuse nouvelle qui vient renforcer un couple dont beaucoup envient déjà la stabilité. D'autant plus qu'au niveau professionnel, tout va également pour le mieux, et pour cause. De son côté, Mark réussit tout ce qu'il entreprend. Après avoir décroché une maîtrise en psychologie à l'université de l'Utah, le futur papa organise des séances de thérapie dans l'un des instituts situés sur le campus de la faculté. Cependant, s'agissant de sa carrière, il est très ambitieux et il est maintenant en passe d'intégrer l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill pour y étudier l'oncologie. Il faut dire que Mark a de qui tenir. Parce que la médecine, et plus généralement la réussite professionnelle, est presque une affaire de famille chez les Hacking. Son père, Douglas, est pédiatre, et l'un de ses frères a également choisi de devenir médecin, quand un autre est actuellement ingénieur en électricité. Ça, j'y avais pas pensé. Mais si un jour mon enfant me demande ce que je fais comme travail, je vais devoir lui dire que je raconte comment des gens se font tuer. Je vais peut-être devoir travailler là-dessus. Du côté de Lori, on n'est pas en reste à ce niveau-là non plus, parce qu'elle possède une licence en gestion de commerce. Elle occupe un poste d'assistante courtier chez Wells Fargo Bank, mais ce n'est qu'en attendant de pouvoir reprendre ses études pour passer une maîtrise en administration des affaires. L'université de l'Utah lui avait d'ailleurs donné le feu vert pour suivre leur programme, mais Lori a dû mettre ce projet entre parenthèses, le temps que son époux obtienne son diplôme. En effet, suite à l'acceptation de Mark à l'université de Caroline du Nord, le couple a dû faire un choix. Mark et Lori ont donc pris la décision de quitter l'Utah pour partir s'installer en Caroline du Nord. C'est ainsi que le 16 juillet 2004, ils organisent une fête pour pouvoir dire au revoir à tous leurs proches, alors que leur logement est déjà en plein carton, prêt à être déménagé. Malheureusement, 3 jours après, un événement pour le moins inattendu vient bouleverser les plans établis. Le 19 juillet, Mark se réveille à 8 h, surpris de ne pas avoir été tiré du lit plus tôt par Lori, vu qu'il était supposé la conduire au travail 1 heure plus tôt. Cependant, étant donné que la voiture de son épouse n'est pas garée devant leur logement, il pense qu'elle a sûrement décidé d'aller au boulot par ses propres moyens, et de le laisser dormir. On ne peut pas dire que Lori soit du genre à faire la grasse matinée, c'est même plutôt l'inverse. Elle se lève à 5 h très régulièrement, parce qu'elle a pour habitude d'aller courir dans la région de Memory Grove et de City Creek Canyon, au nord-est du centre-ville de Salt Lake City. Mark suppose donc qu'après son jogging matinal, Lori s'est préparée et a quitté leur appartement discrètement pour se rendre à la banque. Seulement, quand il compose le numéro professionnel de son épouse aux alentours de 10 h pour lui passer un rapide bonjour, il s'aperçoit que ce n'est pas le cas. L'homme qui prend l'appel est un collègue de Lori, et il demande à Mark si elle va bien, avant de lui révéler que, ce matin-là, elle n'est pas venue travailler. Un premier point déjà troublant,
quand on connaît le professionnalisme qui la caractérise étant donné que jusque-là, elle n'avait jamais raté un jour de boulot. Et ça n'est malheureusement pas la seule chose inquiétante dans tout cela. Pendant cette conversation, Mark s'aperçoit que les habits que Laurie avait mis de côté la veille, pour pouvoir les enfiler après sa séance de sport du lendemain, n'ont pas été touchés. Ils sont toujours à leur place. Une présence qui signifie qu'elle n'en est peut-être pas revenue. Une perspective peu rassurante, vu que plusieurs heures sont déjà passées. Juste après avoir raccroché avec le collègue de Laurie, Mark contacte immédiatement le 911. Mais comme c'est souvent le cas, on lui répond qu'on ne peut pas l'aider dans l'immédiat. Quand la personne qui manque à l'appel est adulte, il faut attendre qu'elle n'ait plus été aperçue depuis au moins 24 heures avant de pouvoir signaler sa disparition aux autorités. Un délai parfois rageant, quand on connaît assez bien les habitudes d'un proche pour savoir qu'il y a effectivement un problème. Mais qu'à cela ne tienne, Mark ne compte pas rester là les bras croisés en attendant que la police accepte d'intervenir. Il décide donc d'aller lui-même à la recherche de sa femme, et commence par se rendre à l'endroit où elle gare sa voiture avant de partir faire son jogging. En arrivant sur place, il aperçoit effectivement le véhicule de Laurie, qui est fermé et stationné normalement. En revanche, aucune trace de sa propriétaire aux alentours. C'est à ce moment-là que l'inquiétude de Mark se fait plus présente encore. D'autant plus que quand il fait le parcours qu'elle suit habituellement, il ne trouve rien non plus. Il prend alors la décision de demander de l'aide à ses connaissances, qui répondent largement présentes. Des membres de sa famille, de celle de Laurie, mais aussi quelques-uns de ses collègues qui se déplacent. Ensemble, ils refont une nouvelle fois le parcours qu'elle suit quand elle sort courir. Mark sait que son épouse est prudente. À moins d'être accompagnée, Laurie ne s'écarte jamais des routes. Or, ce matin-là, a priori, elle était seule. Pourtant, elle demeure introuvable, alors qu'elle devrait être dans les parages, vu que sa voiture est encore là. Après ça, plusieurs personnes du groupe de recherche décident de contacter les autorités à leur tour, en espérant que des signalements supplémentaires vont les pousser à prendre des mesures immédiates. Dans le cas présent, le nombre a effectivement fait la force, et la police accepte d'envoyer une patrouille. Il était temps, parce que Mark se fait un sang d'encre. L'homme est littéralement dans tous ses états et a même besoin de s'accouder à la voiture de Laurie pour ne pas défaillir. En voyant l'ensemble du tableau, la police comprend qu'il faut effectivement ouvrir une enquête pour disparition sans plus attendre. Pour les forces de l'ordre de Salt Lake City, l'urgence est à présent bien réelle. D'autant plus que la ville se remet à peine de l'affaire Elizabeth Smart, une adolescente de 14 ans, enlevée et violée à de multiples reprises 2 ans auparavant. Plusieurs femmes ayant déjà rapporté avoir eu des interactions avec des hommes décrits comme étranges dans la région de Memory Grove. Autant dire que ça ne présage rien de bon. Ça a l'air mignon, Salt Lake City. Mais dans ce cas précis, est-il possible que Laurie ait été enlevée pendant son jogging matinal ? Très rapidement, des unités cynophiles, appuyées par des hélicoptères, se déploient sur une large zone autour de l'endroit où a été retrouvée sa voiture. Malgré d'intenses recherches qui durent plusieurs heures, personne ne parvient à la localiser. Commence alors une vaste distribution d'affiches pour pousser d'éventuels témoins à se manifester. Les enquêteurs manquent cruellement de pistes pour l'instant, donc si même une seule personne a aperçu Laurie dans la matinée, cela pourrait leur être d'une grande aide. Sans surprise, la nouvelle de sa disparition fait très vite le tour de son quartier. Les voisins du couple sont d'ailleurs interrogés, au cas où ils auraient vu quelque chose tôt dans la matinée, ce qui permet à une femme de donner de précieuses informations à la police. Des informations qui, étrangement, ne vont pas vraiment dans le sens de celles qu'on leur avait révélées jusque-là. Questionnée par les enquêteurs, l'une des voisines de Mark et Laurie affirme que vers 7 heures, la voiture de la femme enceinte était garée devant leur immeuble. Cependant, à ce moment-là, son époux a déclaré qu'il était toujours au lit et qu'il ne s'est réveillé qu'1 heure après. Il est donc impossible pour lui de confirmer comme d'infirmer la déclaration du témoin. Cela dit, c'est pour le moins troublant, parce qu'à cette heure-ci, Laurie aurait dû partir au travail. Or, on sait de sources sûres qu'elle ne s'y est pas rendue. En revanche, elle était également supposée prendre son véhicule peu après 5 heures du matin pour aller courir à Memory Grove. Et c'est effectivement là-bas qu'il a été retrouvé. Ce qui signifie, a priori, qu'elle s'y est rendue. Mais si à 7 heures du matin, quelqu'un a vu sa voiture devant chez elle, cela veut dire qu'elle est repassée à son appartement après son footing. Néanmoins, si c'est le cas, 2 questions restent en suspens. Pourquoi Laurie l'aurait-elle fait sans mettre sa tenue qu'elle avait prévu de porter pour la journée ? Et pour quelle raison serait-elle retournée à Memory Grove ensuite ?
alors qu'elle savait qu'elle devait aller au travail à 7 heures. Toutefois, il y a plus étrange encore. Parce que, selon la voisine, quand elle est sortie à 8h30 pour se rendre en centre-ville avec sa fille, la voiture de Laurie était encore là, comme si elle n'avait pas bougé du tout depuis la veille. Une déclaration qui, cette fois, entre en totale contradiction avec celle de Mark. Pourtant, quand les enquêteurs lui demandent de clarifier tout ça, l'homme dit qu'il ne comprend pas. Il n'hésite pas à maintenir la version qu'il a déjà donnée, à savoir que le véhicule de sa femme n'était pas devant chez eux quand il s'est levé à 8 heures. Les membres des forces de l'ordre comprennent immédiatement que l'une des deux personnes questionnées ne leur a pas dit la vérité. Et c'est là que ça se complique. Parce que si la voisine n'a aucune raison de leur mentir, c'est également le cas de Mark. Tous ceux qui les connaissent peuvent en témoigner. Les Hacking forment un couple heureux, qui a toujours l'étincelle, même après des années de relation. Mark envoie régulièrement des fleurs à Laurie lorsqu'elle est au travail. De plus, tous deux étaient fous de joie quand ils ont appris qu'ils allaient prochainement devenir parents. Pourquoi un futur père si épris de son épouse aurait-il voulu s'en prendre à elle ? Difficile, voire impossible, pour les enquêteurs de répondre à cette question quand elle leur vient à l'esprit. Pour autant, ils ne peuvent écarter aucune piste et décident de s'intéresser de plus près à ce que fait Mark dans la matinée du 19 juillet. Une simple vérification d'usage qui leur permet d'apprendre qu'entre 9h et 10h, l'homme a acheté un matelas neuf pour la chambre conjugale. Interrogé plus tard dans la journée à ce sujet, Mark dit qu'après son réveil, il a joué à la console, avant de sortir vers 9h, pour faire cette nouvelle acquisition en prévision de leur déménagement à venir. Il raconte qu'il est ensuite rentré chez lui, pour installer le nouveau matelas sur le lit, et que c'est juste après ça qu'il a appelé Laurie sur sa ligne professionnelle, en espérant lui parler brièvement. Quand il décrit le déroulé de sa matinée à l'officier, Mark semble calme. Il accepte même d'être soumis à une analyse informatique du stress vocal. Durant cette procédure, la voix de la personne interrogée est enregistrée, ce qui permet à la technologie afférente de transmettre des informations sur l'état physiologique et psychologique du locuteur. Tout est basé sur le principe selon lequel le contenu non verbal et à basse fréquence de la voix est en mesure d'apporter ce genre de renseignements. Mais attention, il s'agit donc d'une pseudoscience et d'une méthode aujourd'hui largement controversée, tout comme l'est le test polygraphique. En 2004, les résultats de ces tests ne constituent déjà plus une preuve admissible devant les tribunaux. Mais cela n'empêche pas certains enquêteurs de les utiliser. Ils s'en servent notamment pour observer les réactions de ceux à qui ils proposent de s'y soumettre. Parce que la procédure n'étant pas obligatoire, personne n'est tenu d'accepter. Cependant, pourquoi refuser d'y prendre part quand on n'a rien à se reprocher ? C'est justement ce qui met la puce à l'oreille des autorités. Parce que quand on explique en détail en quoi consiste une analyse informatique du stress vocal à Mark, il change d'avis. Pour justifier son refus, il dit qu'il a l'impression qu'on lui force indirectement la main. Il ajoute qu'avoir acheté un matelas neuf, alors que sa femme vient d'être portée disparue, lui donne forcément l'air coupable, et qu'il est conscient que les circonstances ne jouent pas en sa faveur. Une réponse que l'officier en face de lui trouve assez étrange, parce que elle n'est pas logique. En effet, imaginez-vous dans la situation de Mark, ne serait-ce qu'une seconde. Votre moitié s'est volatilisée et ce que vous affirmez n'être qu'une malheureuse coïncidence attise les soupçons des enquêteurs à votre égard. À sa place, ne sauteriez-vous pas sur la moindre occasion de pouvoir les convaincre de votre bonne foi ? C'est évidemment le choix que beaucoup d'entre nous feraient. Pourtant, Mark refuse et quitte le commissariat. Ce qui ne manque pas de piquer la curiosité des policiers. Alors que les recherches visant à retrouver la trace de Laurie se poursuivent, ils décident de chercher à retrouver l'ancien matelas qui était dans la chambre conjugale, au cas où il n'aurait pas été jeté aux ordures juste parce qu'il était taché de sang menstruel et ne pouvait pas être déménagé avec le reste, comme l'affirme Mark. Reste à savoir où il en a disposé, parce qu'il n'est pas dans la benne de la résidence où vit le couple. Les enquêteurs sont donc déjà sur plusieurs fronts en même temps. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Parce que le 20 juillet 2004, tôt dans la nuit, le 911 reçoit un appel des plus curieux. Aux alentours de 2 heures, le personnel d'un hôtel situé à moins d'1 kilomètre de l'appartement des Hacking signale que l'un de leurs clients court dans les couloirs, uniquement vêtu d'une paire de sandales. Et cet homme nu, qui semble avoir totalement perdu l'esprit, n'est autre que Mark. Mark, qui, dans la soirée précédente, a utilisé son PDA pour envoyer un étrange message à tous ses proches. Dans ce dernier, il est écrit « C'est la justice. Je suis tellement désolé. » Bien que surprise parce qu'il n'a aucun antécédent de ce genre, la famille de Mark réagit sans tarder.
et décide de demander son admission en hôpital psychiatrique. Est-ce dû au choc émotionnel provoqué par la soudaine disparition de Lori? Difficile à dire. Cependant, selon la profileuse du FBI Candice DeLong, il n'est pas habituel qu'une personne psychotique pense à garder ses chaussures en cas de crise. De plus, que peut bien signifier le message que Mark a envoyé peu de temps avant cet incident? À cet instant, tous ceux qui pensaient le connaître ont l'impression de découvrir une autre facette de sa personnalité. Et vous allez voir qu'ils sont en réalité très loin du compte. Alors que Lori est portée disparue depuis moins de 24 heures, son époux perd totalement pied. Certains des agissements ont attiré l'attention des enquêteurs, et loin de coopérer pour les détourner de sa piste, Mark se braque. Alors peut-on réellement croire, comme il le soutient, qu'il n'a rien à voir avec la disparition de Lori? Les enquêteurs commencent à avoir de sérieux doutes à ce sujet. Et cela ne s'arrange pas lorsqu'ils découvrent qu'un matelas a été jeté dans la benne à ordures de l'église, fréquentée par Mark et sa femme, qui sont tous les deux mormons. Un matelas qui n'est même pas entier, vu qu'il manque toute la partie supérieure. Il a littéralement été coupé en deux. Un acte que même la présence de taches de sang menstruelles ne justifie pas. D'ailleurs, Mark ne parvient pas à s'en expliquer. Tout comme il est incapable de dire pourquoi il a jugé nécessaire de venir déposer le matelas à cet endroit, quand il pouvait simplement le jeter à côté de chez lui. Les policiers sont à présent convaincus que Mark leur cache quelque chose. Et les résultats de l'examen méticuleux de la voiture de Lori tendent à prouver qu'ils ont raison. Il s'avère que le volant, tout comme le siège du véhicule de la disparue, ne sont pas ajustés à sa taille, ce qui indique que ce n'est probablement pas elle qui l'a conduit en dernier. De plus, il y a de petites traces de sang sur la banquette arrière. Toutes ces nouvelles découvertes portent à croire que Lori n'a en réalité jamais été courir dans la matinée du 19 juillet. Une théorie qui s'impose comme une évidence, quand Mark, qui ignore encore qu'il est à présent suspecté par les enquêteurs, les autorise à inspecter son appartement. Dans le logement, il retrouve le sac de Lori, qui contient son portefeuille, son portable et ses clés. Des choses qu'elle aurait forcément prises avec elle si elle était sortie. Mais ce n'est pas tout. Parce que dans la chambre, il y a des taches de sang sur la tête de lit, ainsi que sur une table de chevet, dans laquelle il y a également un couteau. Mark, qui est présent à ce moment-là, s'en explique en disant qu'il l'a obtenu quand il faisait encore partie des scouts, plus jeune, et qu'il l'a gardé depuis. Cependant, ça ne justifie pas le fait qu'il y ait une empreinte de doigt ensanglantée dessus. Après ça, les autorités décident de demander un mandat de perquisition pour pouvoir fouiller minutieusement l'appartement. Mark est invité à quitter les lieux, et il y a fort à parier qu'il devine que l'étau se resserre peu à peu autour de lui. Lori n'a pas refait surface, et aucune trace d'elle n'a encore été retrouvée. Quand les preuves indiquant que son mari est potentiellement impliqué dans sa disparition s'entassent jour après jour, le masque jusque-là impeccable de Mark se fissure rapidement, puis se brise, quand le premier secret d'une longue liste est révélé par la presse. C'est donc par ce biais que ses proches apprennent que l'homme qu'ils pensaient connaître n'existe tout simplement pas, et que depuis des années, il ment à tout le monde. Mark a en vérité abandonné ses études avant d'être diplômé de l'université de l'Utah. Cependant, tout le monde n'y a vu que du feu, même Lori, parce qu'il s'arrangeait pour que tout paraisse réel. Son époux faisait mine d'étudier consciencieusement. Il laissait traîner des manuels scolaires ouverts partout chez eux, et a plusieurs fois demandé à sa belle-mère de l'aider à rédiger des dissertations pour ses cours. Quand Mark quittait l'appartement et prétendait devoir aller à l'université, il se rendait en fait dans un magasin du quartier en catimini. Une fois installé là-bas, il buvait des sodas, mangeait des hot dogs et fumait, en attendant de pouvoir rentrer sans que cela ne paraisse suspect. Mark avait d'ailleurs supplié les employés du commerce de ne pas parler à Lori de sa consommation de tabac. Une précision qui est, au passage, l'une des deux seules choses vraies dans son récit. La seconde, c'est que Mark travaille effectivement au University Neuropsychiatric Institute, à une exception près cependant. Contrairement à ce qu'il a raconté partout, il n'est pas thérapeute, mais assistant agréé en soins de santé. Il s'occupe de l'organisation des activités de groupe. En d'autres termes, il fait office d'animateur. Et évidemment, ce n'est pas un métier à temps plein. Sur place, il ne se fait d'ailleurs pas appeler Mark, mais Franz, un prénom qu'il a tiré d'un épisode de Saturday Night Live. L'homme s'est tout simplement inventé une vie au fil des ans. Il n'a évidemment pas été accepté à l'Université de Caroline du Nord, il n'a même jamais déposé de dossier pour l'être suite à l'abandon de ses études. Et ce, dans quelque faculté que ce soit. Mais pour en donner l'illusion,
Après avoir écrit de fausses lettres de candidature, Mark est plusieurs fois parti en voyage pour se rendre à des entretiens d'admission purement fictifs. En découvrant le poteau rose, ses proches sont sous le choc et se demandent naturellement pourquoi il a fait ça. Mais aussi, sur quoi d'autre a-t-il bien pu mentir? Questionné à ce sujet, Mark affirme avoir commencé à raconter des histoires parce qu'il se sentait pressurisé par la réussite professionnelle de plusieurs membres de sa famille. Finalement, après ça, il y a eu une sorte d'effet boule de neige qui l'a poussé à s'enfoncer toujours plus profondément dans ses mensonges, sans qu'il ne puisse plus revenir en arrière. Malgré toutes ces révélations, Mark maintient néanmoins ses déclarations concernant Lori, à savoir qu'il ne sait pas où elle est parce qu'il n'est pas impliqué dans sa disparition. Bien que secoué par ce qu'il vient d'apprendre, son entourage continue de le soutenir au départ, un fief et menteur n'étant pas nécessairement un meurtrier. Mais le 24 juillet 2004, soit 5 jours après la disparition de Lori qui est toujours activement recherchée, Scott et Lance, deux des frères de Mark, décident de le confronter à ce sujet, accompagnés de leur père, Douglas. Une discussion qui change tout. Parce que peu de temps après, ce sont cette fois les proches de la femme qui prennent la parole publiquement pour demander à ce qu'un terme soit mis aux recherches. Mark vient en réalité de révéler à sa famille le plus sombre des secrets. Retour au 16 juillet 2004, quand, depuis son lieu de travail, Lori envoie un email au bureau des aides financières de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Elle ne le fait que pour demander un banal renseignement, et à ce moment-là, elle fait confiance à Mark, ignorant que ce dernier la mène en bateau depuis des années. Rappelons que, pour l'aider à se réaliser professionnellement, Lori a accepté de faire de multiples sacrifices, qui vont entraîner de grands bouleversements dans sa vie. La femme enceinte de 5 semaines s'apprête à quitter tous ses proches, mais aussi son emploi qu'elle aime tant, en plus d'avoir mis ses propres ambitions universitaires de côté. Alors, imaginez sa surprise, quand l'un des membres de l'administration de l'Université de Caroline du Nord l'appelle, pour lui dire qu'aucun Mark Hacking ne figure sur la liste des inscrits. Pire, on lui confirme qu'il n'a jamais candidaté pour tenter d'en faire partie. Ce jour-là, Lori quitte le boulot en larmes. Et en rentrant, elle met directement son époux face à son mensonge. Seulement, il parvient à se raccrocher aux branches en inventant une autre histoire. Mark dit que la personne qu'il a appelée a été victime d'un bug informatique, mais qu'entre-temps, le souci a été résolu. Lori fait mine de croire ce qu'il dit. On peut même dire qu'au fond, elle souhaite ardemment que ce soit la vérité. Cependant, elle ne peut s'empêcher de garder un doute, parce qu'en réalité, ce n'est pas la première fois que Mark se fait prendre après avoir fait preuve de malhonnêteté envers elle. 4 ans auparavant, en 2000, Lori s'était déjà aperçue qu'il lui avait menti, en prétendant s'être inscrit à un semestre universitaire, alors que c'était faux. À l'époque, elle a fait le choix de pardonner à son mari, donc elle essaie de balayer ce souvenir de sa mémoire, et de se convaincre qu'il s'agissait bien d'un problème informatique. Au cas où, Lori décide tout de même de rappeler la personne de l'Université de Caroline du Nord, qu'elle a eue plus tôt, pour s'assurer que tout est rentré dans l'ordre. Vu l'heure, évidemment, elle tombe sur son répondeur et lui laisse un message. Malheureusement, la personne n'en prendra connaissance que plusieurs jours après. Le soir venu, Lori et Mark se rendent à la fête organisée pour leur départ. Et si elle a encore des doutes à ce moment-là, elle n'en laisse en tout cas rien paraître. Ce n'est que 2 jours après, soit le 18 juillet, qu'une violente dispute éclate entre les époux, assez tard dans la soirée. Selon toute vraisemblance, Lori n'a finalement pas mordu à l'hameçon cette fois-ci. Une situation que Mark n'accepte pas. En témoignent les nombreux éclats de voix masculines, ponctués de grossièreté, entendus par au moins 2 de leurs voisins à minuit passé. Après cette altercation verbale, Lori décide d'aller se coucher, quand son époux reste au salon et joue à la console pendant 1 heure, avant de commencer à fouiller dans les cartons. Ce qu'il cherche, c'est son fusil de calibre 22 long rifle. Une fois l'arme en main, Mark se rend dans la chambre conjugale et tire sans hésiter une balle dans la tête de sa femme qui dormait paisiblement. L'homme a ensuite disposé du corps de Lori, de son fusil et du matelas ensanglanté dans 3 bennes différentes de la ville. Vers 1h30 du matin, la caméra de surveillance d'une épicerie locale filme Mark, présumément après le meurtre. Sur ces images, on peut le voir s'examiner consciencieusement les mains, probablement à la recherche de traces de sang résiduelles. On ignore pourquoi Mark a choisi de tuer Lori, parce que si on en croit leurs proches, elle l'aimait assez pour se montrer capable de le pardonner à nouveau. Cependant, une lettre qu'elle a écrite le soir des faits laisse penser le contraire.
Laurie disait à Mark que si elle voulait vieillir avec lui, elle ne pouvait pas le faire dans ces conditions, et qu'elle n'imaginait pas sa vie avec lui si les choses ne changeaient pas. Ces mots sonnaient comme si elle envisageait sérieusement de demander le divorce. Une démarche qui aurait représenté un sérieux problème pour son époux. Mark a alors pris conscience qu'il était dans une impasse. D'un côté, il était visiblement incapable d'arrêter de mentir et d'assumer sa vie telle qu'elle l'était réellement pour pouvoir garder sa femme. Mais de l'autre, il ne pouvait pas non plus laisser Laurie le quitter et par là exposer ses mensonges aux yeux de tous. Cela aurait instantanément réduit en cendres la précieuse image d'homme accompli qu'il avait mis des années à se fabriquer, juste pour pouvoir la ramener pendant les réunions de famille. Dos au mur, Mark a donc choisi de s'assurer le silence de Laurie, qui, rappelons-le, portait leur enfant, de la façon la plus lâche qui soit. Puis il a inventé une histoire de disparition, pour tenter de maquiller son crime. Il est arrêté le 2 août 2004 pour suspicion de meurtre aggravé, et si je dis suspicion, c'est parce qu'en dépit de ses aveux, le corps de Laurie n'a pas encore été retrouvé à ce moment-là. Il ne l'est que le 1er octobre dans la matinée, après 2 mois de fouilles intenses à la décharge de Salt Lake City. Les restes de Laurie sont enveloppés dans un tapis, et ils sont dans un état de décomposition si avancé qu'il est malheureusement impossible de confirmer que la victime était effectivement enceinte quand elle a été tuée. Le 15 avril 2005, Mark accepte de plaider coupable de meurtre avec préméditation. Et pour avoir tué sa femme, il se voit condamné à une peine pouvant aller de 6 ans de prison à perpétuité, la peine maximale dont on pouvait écoper dans l'Utah à l'époque. Sans surprise, cette sentence révolte les proches de Laurie comme l'opinion publique, qui imagine déjà son meurtrier retrouver la liberté 6 ans plus tard en 2011. Heureusement, 3 mois plus tard, il est finalement annoncé que Mark ne sera pas éligible à une libération conditionnelle avant 2035, ce qui signifie qu'il doit purger au minimum 30 ans de prison. Le meurtre brutal de Laurie a eu un profond impact aux États-Unis, parce que 2 ans après sa mort, la Laurie's Law, ou loi de Laurie, est adoptée dans l'Utah. Elle mentionne que les personnes coupables de meurtre avec préméditation sont désormais tenues de faire 15 ans d'emprisonnement avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Mark, quant à lui, semble être resté fidèle à lui-même. Alors qu'il venait de faire part de ses soi-disant profonds regrets à travers une déclaration lue publiquement par son père, les autorités pénitentiaires ont découvert qu'il vendait divers objets personnels et des autographes sur un site en ligne appelé Murder Auction. En bon narcissique pétri d'égocentrisme, Mark a été un piètre mari pour Laurie. Et loin de mériter son dévouement et sa confiance, il l'a finalement privée de la possibilité d'avoir un avenir, alors qu'à 27 ans, elle s'apprêtait à devenir mère. Voici pour cette affaire de trahison. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « menteur » en commentaire. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire et à liker la vidéo, c'est juste là et ça m'aide beaucoup. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.